Chers amis de la Fondation Charles de Gaulle, nous sommes en direct de la salle Pierre-Lefranc à la Fondation, rue de Solferino, salle que vous connaissez bien. Malheureusement, compte tenu des circonstances, nous avons choisi de reprendre notre cycle de conférences d'abord à distance, en espérant naturellement pouvoir reprendre nos conférences en présence physique très prochainement. Alors, cette année 2022, puisque cette conférence ce soir est la première de l'année, sera une année importante pour la Fondation, en particulier puisque nous célébrerons le 50e anniversaire de la revue Espoir et le 50e anniversaire au mois de juin de l'érection de la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises. Et j'ai eu l'idée, c'est un test ce soir que nous faisons, j'ai eu l'idée de lancer des conférences sur un thème un peu nouveau, consistant à rapprocher De Gaulle et une période de l'histoire où De Gaulle est une personnalité historique particulièrement marquante et avec lesquelles on peut trouver de nombreux points communs. Et c'est donc dans ce but que j'ai proposé et demandé à un spécialiste du sujet de ce soir, un spécialiste de l'Antiquité que je vais vous présenter dans un instant, de réfléchir à cette question que je trouve tout à fait intéressante, De Gaulle et l'Antiquité. On aura d'ailleurs, dans les mois qui viennent, d'autres conférences du même type et je vous annonce d'ores et déjà, si vous n'avez pas eu la possibilité de lire le programme que j'ai envoyé il y a quelques jours, nous aurons la chance, le 5 avril, probablement dans les mêmes conditions, peut-être aussi en présence physique, on verra, d'avoir un entretien avec l'écrivain Michel Bernard, que beaucoup d'entre vous connaissent, sur le thème De Gaulle et Jeanne d'Arc. Alors, c'est donc un test, c'est quelque chose de tout à fait exclusif qu'on va vous proposer ce soir pendant une quarantaine de minutes. Et donc, Raphaël Dohan, que beaucoup de gens connaissent et dont vous avez pu voir, je pense, en incrustation d'écran tout à l'heure les récents ouvrages, va donc faire une conférence qu'il a faite spécialement pour vous ce soir sur ce thème De Gaulle et l'Antiquité. Alors, j'espère que ce sujet vous intéressera. Il va donc, et moi-même, nous allons dialoguer pendant, comme je le disais, une trentaine de minutes. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions via Internet. Nous allons réceptionner vos questions et je les lui poserai ensuite directement. Tout ceci pendant à peu près une quinzaine de minutes. Donc, au total, nous devrions terminer cette conférence à 18h45. Alors, je vais d'abord présenter le conférencier de ce soir, Raphaël Dohan. Bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la Fondation. Donc, en quelques mots de votre CV, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, ancien élève de l'École nationale d'administration. Vous exercez d'ailleurs comme haut fonctionnaire au tribunal administratif de Paris. Vous êtes aussi premier adjoint au maire du PEC dans les Yvelines, donc ça commence à faire beaucoup. Et puis, vous avez encore du loisir pour sortir et publier des livres ou des articles très fréquemment. D'ailleurs, encore récemment dans le Figaro, je crois qu'il y avait une tribune il y a 10 jours sur les droits et les devoirs des citoyens. Et les deux ouvrages qui ont fait parler de vous ces dernières années, c'était en 2019 quand Rome inventait le populisme aux éditions du Cerf, et en 2021, donc l'an dernier, aux éditions du Passé composé, le rêve de l'assimilation, voilà, depuis la Grèce antique. Alors je vous remercie encore une fois d'avoir bien voulu préparer cette conférence de ce soir. De Gaulle et l'Antiquité, je crois que c'est un sujet qui est très important pour comprendre De Gaulle, sa personnalité, pour comprendre aussi certains de ses actes et naturellement sa pensée. Et finalement, il y a eu assez peu d'études vraiment approfondies sur cette question. Il y a bien sûr des références éparses dans un certain nombre de livres sur De Gaulle, notamment références littéraires ou historiques. Alain Larcan, probablement, est celui qui avait le plus creusé le sujet dans De Gaulle Inventaire. Mais je crois que le sujet en tant que tel n'a jamais été traité et c'est donc tout l'intérêt de vous écouter ce soir. Absolument, oui, c'est un sujet qui a été très peu analysé, très peu étudié. Alors même qu'il est intéressant, je trouve, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, il inspire beaucoup d'actions et d'idées du général. Alors, on va essayer de pas non plus trop tendre la comparaison, de pas faire penser au général ce qu'il n'a pas pensé, mais je pense vraiment qu'il y a des inspirations qui sont très réelles dans l'Antiquité et qui expliquent certains aspects du parcours singulier du général de Gaulle. En fait, c'est une des choses qui m'a motivé, qui m'a inspiré dans l'idée de faire cette comparaison, cette relation entre De Gaulle et l'Antiquité.
C'était un sujet du concours externe de l'agrégation de lettres classiques en 2014 qui avait donné comme thème grec au candidat la dernière page des mémoires de guerre du général de Gaulle. Ce passage qui est assez lyrique d'ailleurs. Les toutes dernières pages sur la nature exactement qui renaît et où il dit à mesure que l'âge m'envahit, la nature me devient plus proche. Chaque année, en 4 saisons qui sont autant de leçons, sa sagesse vient me consoler, etc. Donc c'est un style en fait très classique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les élèves qui ont essayé de le faire en thème grec, c'est assez facile. Enfin, en tout cas, c'est plus facile qu'un texte de Rimbaud ou un texte de Marguerite Duras, par exemple. Et c'est pas si étonnant en fait, parce que justement, le général de Gaulle écrit dans un style qui est lui-même infusé de références et de réflexes classiques, et donc assez proche du latin ou du grec. Et donc, c'est d'autant plus étonnant finalement qu'il n'y ait pas encore eu d'études un peu complètes sur ces relations-là. Puisque en plus, ça a été le caractère parfois un peu antique ou un peu ancien du général de Gaulle dans ses actions et dans ses idées a souvent été relevé, mais comme vous le disiez, de manière éparse, par des observateurs, même des contemporains d'ailleurs. J'avais relevé que Roland Barthes, par exemple, trouvait que la France, telle que décrite par de Gaulle dans ses livres et dans ses discours, était à peu près aussi insolite que la Grèce de Plutarque. Et Malraux lui-même parlait d'une sorte d'Édipe dont un Sophocle nous dirait comment il a voulu faire Thèbes contre les Thébains. Donc il y a des références comme ça qui laissent penser que les gens voient qu'il y a un caractère un peu archaïque, en fait, antique dans la personnalité moderne du général, et je trouve que c'est assez intéressant d'essayer d'expliquer ce paradoxe. Certains se moquaient un peu de sa prose en disant que c'était du latin. C'était un écrivain latin dans le français, voilà, comme a dit Claude Roy. Et donc c'est assez étonnant puisqu'en fait le général de Gaulle est bizarre parce qu'il est classique. En fait, c'est un peu le paradoxe que je voudrais essayer d'explorer ce soir. Alors, il y a bien sûr, pour commencer, par le commencement, comme aurait dit de Gaulle, il y a ses études, il y a sa formation. Et on sait que Charles de Gaulle a été, il en parle d'ailleurs, très marqué par sa formation, par son père, qui était professeur, par l'école, et il va à l'école à la toute fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et en particulier, il fait toute sa scolarité dans l'enseignement catholique. Et donc, on peut imaginer que la culture classique occupe une place importante dans sa formation d'élèves, d'étudiants, et que ça, évidemment, aura une influence sur sa personnalité, sur la construction de sa personnalité. Oui, absolument. En fait, de Gaulle, évidemment, il est d'une génération qui n'est pas comme celle d'aujourd'hui, contrainte de se réduire à une étude, une spécialité de langue et culture de l'Antiquité. Lui, il a fait vraiment du latin et du grec de manière intensive, comme beaucoup d'autres élèves de sa génération, mais c'est intéressant de remarquer qu'il est de la première génération où l'enseignement du latin et du grec commence à, non pas à disparaître, mais à se réduire dans le collège français. En fait, c'est un moment vraiment crucial au moment où il entre au collège. C'est vers 1902 qu'il y a une réforme qui est la première réforme qui instaure dans l'enseignement secondaire français une voie sans latin. Ce qui était une révolution, puisque à l'origine... Déjà des réformes à l'éducation nationale. Exactement, déjà des réformes, et en plus des réformes qui vont contre les professeurs de latin et de grec, qui aujourd'hui, bien sûr, se plaignent de la réduction de leurs heures, mais qui en fait se plaignaient déjà de la réduction de leurs heures en 1902, qui se plaignaient déjà de la réduction de leurs heures au 19e siècle, voire au 18e siècle. Alors dans ces cas-là, il y a deux hypothèses, soit ce sont des râleurs, soit effectivement on a vraiment rétréci énormément leur enseignement, et en fait c'est ce qui s'est passé, puisque au 18e siècle, sous Louis XV, un élève faisait en fait la moitié de ses heures de cours, c'était du latin. À la fin 19e, début 20e, c'était plutôt 4 heures de grec, 4 heures de latin, 4 heures de français, pour montrer un peu la comparaison quand même. On faisait plus de langue morte que de français. Et évidemment, ensuite, ça s'est encore réduit. Mais donc, de Gaulle arrive à ce moment où on commence à considérer que, en fait, l'enseignement du latin et du grec n'est pas si indispensable que ça pour la formation des citoyens. Et ça rejoint même d'ailleurs une réflexion qui avait été faite dès le milieu du 19e siècle sur parfois le danger de l'étude du latin et du grec dans une démocratie. C'est Tocqueville notamment qui avait mentionné cela. Je vais retrouver ce passage-là où Tocqueville dit que si l'on s'obstinait à n'enseigner que les belles lettres dans une société où chacun serait habituellement conduit à faire de violents efforts pour accroître sa fortune ou pour la maintenir, on aurait des citoyens très polis et très dangereux, car l'état social et politique leur donnant tous les jours des besoins que l'éducation ne leur apprendrait jamais à satisfaire, ils troubleraient l'État au nom des Grecs et des Romains au lieu de le féconder par leur industrie. Donc Tocqueville a un peu l'idée que il y aurait une sorte de rébellion des littéraires rendue inutile par une société capitaliste et démocratique. Et donc ça imprègne vraiment les pédagogues. C'est quelque chose qui a un peu, modifié le rapport. En tout cas, ça a rompu l'évidence, le caractère d'évidence qu'avait l'enseignement des belles lettres au collège et au lycée. Et ensuite, ça a mené à des réflexions comme, par exemple, celle qui justement inspire cette réforme de 1902, de l'époque où De Gaulle arrive au collège, qui est que on doit faire une section pour, là je cite le ministre de l'éducation, enfin de l'instruction publique de l'époque,
une section donc sans latin qui doit répondre, je cite le ministre, à la clientèle toujours plus nombreuse qui a besoin de sortir de bonne heure de nos écoles pour peupler les ateliers, les comptoirs, les colonies et les champs. Avec cette idée donc que le latin et le grec ne sont pas très utiles pour la plupart des gens, même si on garde quand même une section qui est latin-grec pour une élite qui reste quand même assez attachée. Déjà cette tension entre la formation d'une élite cultivée et puis la formation pour les besoins de l'économie, on va dire. Exactement, et même dans les sections qui conservent le latin, puisqu'il y en a, en fait, il y a 4 sections, une qui n'a pas de latin, c'est la nouvelle, et dans les sections qui ont du latin, il y a une section latin-sciences, une section latin langue vivante et une section latin-grec, qui elle n'a pas de langue vivante. Bon. Alors pour revenir à De Gaulle. Donc De Gaulle suit cette section latin-grec. Voilà. Donc c'est lui qui, il a vraiment la culture classique 19e en fait, et pas celle du 20e siècle. Ouais. Et donc c'est ce qui fait que De Gaulle a cette... Ce que vous voulez dire par là, c'est que certains de ses contemporains, eux, n'avaient pas cette formation. Avaient déjà, j'irais, basculé dans un système moins classique. Voilà, un peu plus scientifique en fait. C'est le moment où la science devient la voie que cherchent les bons élèves. Et on est dans cette période de bascule. Et De Gaulle, aussi par tropisme familial, comme vous l'avez dit, son père était professeur de latin, français et grec. Son grand-père était chartiste. Exactement. Donc, et donc forcément, le général De Gaulle, et puis aussi sans doute par sensibilité personnelle, est un vrai littéraire. Mais il est à une époque de basculement où ce n'est plus si évident qu'on pourrait le croire. Alors cette formation, il l'a poursuivi, il a continué à la faire fructifier, à l'entretenir pendant toute sa vie. Ça, on le voit très bien dans ses lettres, notes et carnets. Et effectivement, Alain Larcan a bien relevé à quel point les références aux textes latins et grecs abreuve toute sa réflexion et tous ses écrits jusqu'à sa mort. Hein. Il cite Échille assez souvent dans les Mémoires d'Espoir, il cite à Malraux aussi dans Les chaînes qu'on abat. Il note des citations en grec dans ses carnets jusqu'à la fin de sa vie, donc c'est quelque chose qui est vraiment très présent. Et même s'il se compare à eux de manière très immédiate, un peu comme un Montaigne, c'est-à-dire il a la même façon de se comparer aux auteurs. Il dit que, par exemple, il note que Sophocle avait écrit sa dernière tragédie à 89 ans, ce qui lui donne de l'espoir, lui, quand il avait 80. Et il est en fait il garde de son éducation classique l'idée que tous ces textes doivent servir de modèle, d'exemple, c'est des exemples latins, de choses à imiter. Est-ce qu'on sait s'il lisait le latin encore jusqu'à la fin de sa vie ? En tout cas, il l'écrit et il le cite régulièrement. Il y a beaucoup de citations dans ce petit carnet. Et puis bon, il répond du tac au tac aux citations en latin qu'on lui fait. Alors, il y a une part évidemment de réflexe parce que c'est un peu les pages roses du dictionnaire, quoi. Il les connaît par cœur. Donc je pourrais pas dire si à la fin de sa vie, il était toujours aussi fluide dans la lecture de latine qu'il pouvait l'être à l'issue de ses études de latin grec, mais en tout cas, clairement, ça ne lui fait pas de difficulté pour continuer à lire ces œuvres-là, bien sûr. Ça a eu une influence sur son style littéraire, Alors, ça a eu une influence assez profonde, oui, parce que... Alors, d'abord, il y a des influences un peu sur ses réflexes de pensée, un peu basiques, disons, mais qui sont assez révélateurs de son éducation. Par exemple, le classique, nos ancêtres les Gaulois. Pour De Gaulle, c'est une réalité. Enfin, c'est pas une métaphore généalogique, c'est pas mythique, c'est pas légendaire. C'est vraiment, pour lui, tout ce qu'on dit des Gaulois dans les commentaires de César ou dans ou les citations d'Hannibal sur ses mercenaires gaulois, il les applique tels quels aux Français. Enfin, il reconnaît les Français dans les Gaulois et inversement. Donc, l'esprit de division des Gaulois écrit par César. Et notamment la phrase de César que De Gaulle cite souvent, les décisions des Gaulois sont soudaines et inattendues. Il cite souvent ça et puis il qualifie en général. Enfin, d'abord, il dit que Vercingétorix est le premier résistant de notre race. Il le dit comme ça. Et vraiment, je crois que chez lui, ce n'est pas du tout une métaphore. Enfin, il a l'idée qu'il y a une continuité totale entre les Gaulois et les Français, et qui n'est pas donc une sorte de vague formule à laquelle il ne croirait pas. Donc c'est vraiment assez important. Ensuite, alors vous le disiez, il y a une influence effectivement sur le style et la forme des écrits de Gaulle, à laquelle il était effectivement très attaché. Hein. C'est quelqu'un pour qui l'aspect littéraire de l'œuvre est extrêmement important. Et alors, au-delà des expressions et des formules un peu latines qu'il peut utiliser, du type le ultime raison, enfin la loi suprême, se ruer vers la servitude. Des fois, il fait quasiment des traductions de passages d'auteurs anciens où il reprend les mêmes mots latins qu'il transcrit en français directement. Donc ça, c'est assez présent dans ses écrits. Mais on peut aller même plus loin et voir en fait que la plupart de ces œuvres littéraires sont en fait s'inscrivent dans des genres antiques. Les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir, en fait, d'ailleurs Malraux l'en marquait déjà, ce sont une sorte de nouvelle version d'un type d'écrit qui était courant dans l'Antiquité, c'est-à-dire les récits par un chef de guerre de sa propre histoire, mais fait d'un point de vue extérieur. On raconte l'histoire, il se trouve que c'est moi qui l'ai faite. Et donc c'est évidemment, on pense à César, hein, c'est la guerre des Gaules. Ouais. C'est aussi par exemple ce qu'écrit Xénophon dans l'Anabase où il raconte sa propre expédition dans l'Empire perse. Et donc c'est ce qui explique aussi le caractère un peu
parfois artificielle, ou ce que certains reprochaient de guinder dans les mémoires du général, le fait qu'il écrive parfois sur lui-même à la troisième personne. Mais en fait, tout ça s'inscrit dans ce style et dans ce genre littéraire qui, pour lui, est assez naturel. En fait, ça correspond aux chefs de guerre qu'il a admirés et qui ont laissé leurs propres écrits, et il pense qu'il faut faire la même chose du point de vue historique. Alors, est-ce qu'on sait, donc on voit que l'influence est très profonde au plan littéraire, au plan de la culture personnelle. Est-ce que maintenant, si on regarde un peu le personnage historique, ce qu'il est ensuite devenu, quelle est l'influence, selon vous, de la pensée, de la culture antique sur l'homme qu'il est ensuite devenu, le militaire, l'officier? Il a beaucoup écrit sur le rôle de l'officier, bien sûr, on pense au fil de l'épée, et puis ensuite sur l'homme d'État et le concepteur de nos institutions. Alors en fait, c'est assez profond puisque on peut voir. Alors je me suis intéressé à un article que De Gaulle a publié en 1933. Alors c'est pas son texte le plus connu. Une étude peut-être, parce qu'il a publié pas mal d'études dans ces années-là. Et c'était dans la Revue de l'Infanterie. Oui. Vraiment en 1933. Ça s'appelle Le soldat de l'Antiquité. Donc De Gaulle fait une sorte de synthèse de ce qu'il pense du soldat et des pratiques militaires de l'Antiquité, de la Grèce et de Rome. Et en le lisant a posteriori, en ayant le recul de l'histoire, on y trouve quand même beaucoup de germes de ce qu'allait être son action et sa philosophie politique. Alors d'abord, il commence son article avec une remarque qui rappelle un peu le fameux incipit de la France et son armée, qui a été publié après. La France fut faite à coups d'épée, et là il a la même idée avec l'idée que, je cite De Gaulle, la cité à ses origines vit et grandit dans un état de guerre permanent. C'est une des premières phrases. Donc il y a cette idée que c'est bien l'armée, c'est la guerre qui forge la politique et qui forge le destin d'une communauté. Et alors, il se reconnaît aussi sans doute un peu dans l'idéal aristocratique militaire des cités antiques, avec cette idée que les citoyens prennent les armes d'autant plus volontiers qu'ils appartiennent à une classe plus élevée, et que on a une place au front plus importante quand on est élevé dans la société, mais qu'aussi on prend le plus de risques. Encore les plus élevés dans l'État se trouvent-ils les plus exposés, dit-il. Et ça correspond tout à fait à sa propre personnalité et à la façon dont lui-même conçoit son rôle en tant qu'officier dans l'armée française. Il pense que l'officier doit aller au front, doit s'exposer lui-même. Alors, le plus intéressant, ça réside dans sa vision du fonctionnement militaire des armées antiques, puisqu'il rappelle, en fait, il montre l'évolution des armées grecques et romaines de schémas où les armées sont plutôt immobiles, en tout cas peu amovibles et peu flexibles. C'est les phalanges, c'est la légion archaïque. Donc, ils sont solides et qui ont de la cohésion, mais qui se déplacent difficilement. Et ce passage donc de cette forme militaire à une forme beaucoup plus flexible et beaucoup plus manœuvrable, qui est donc la légion de l'époque de César pour les Romains et la phalange macédonienne d'Alexandre pour les Grecs. Et en fait, la façon dont il en parle ressemble beaucoup à ses propres préoccupations des années 30 en France, où il considère que justement l'armée française risque de s'enliser dans une conception trop figée de la stratégie, alors qu'il faudrait au contraire créer des divisions mobiles, autonomes, capables d'agir loin dans les lignes ennemies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le met en lumière dès cet article de 1933 sur les armées d'Alexandre et de César. Je le cite, l'armée d'Alexandre et celle de César ont conservé la cohésion propre aux phalanges et aux légions antiques, mais l'habileté individuelle du soldat et la solidité des diverses fractions, conséquence de l'expérience, permettent l'articulation, les évolutions et la manœuvre. Donc il y a plusieurs choses là-dedans déjà. Il y a l'idée qu'il faut une expertise, donc une professionnalisation de l'armée. L'idée qu'il faut des capacités à séparer des unités qui sont un peu autonomes et qui aient une capacité d'action propre, et la mobilité, la manœuvre, qui sont les trois points fondamentaux en fait de ce que De Gaulle décrit dans Vers l'armée de métier. Avec un rôle donc de l'officier et voilà, au contact de ses hommes et une capacité d'initiative. Exactement. En fait, De Gaulle pense l'officier comme le centurion romain en fait, tel qu'il est issu. En fait, on pourrait faire vraiment une comparaison entre ce qu'il dit dans Vers l'armée de métier et ce qu'on appelle la réforme de Marius dans la fin de la République romaine, où Marius, donc qui est l'oncle de César, a entièrement réformé le fonctionnement de la Légion romaine et a introduit en fait ce dispositif des cohortes qui permet exactement ce que décrit le général de Gaulle. Et là-dedans, le rôle du chef effectivement est tout tracé par le général, puisqu'il montre que il prend l'exemple d'Alexandre et de César et qu'ils doivent faire preuve d'un caractère particulier dans lequel quand on lit l'article, on a plus l'impression de voir un autoportrait de Gaulle qu'un portrait d'Alexandre ou de César. Et il cite un exemple qui m'a intéressé parce qu'on y voit aussi un écho avec ce qui arrivera plus tard au général de Gaulle. Il cite une anecdote des campagnes d'Alexandre où, je cite de Gaulle, « Excédés de fatigue, les Macédoniens murmurent autour d'Alexandre. Sur le champ, le roi fait annoncer aux troupes qu'il les congédie et se retire dans sa tente. 2 jours entiers, il y demeure seul, et l'armée silencieuse et désolée guette un signe de lui.
À la fin, n'y tenant plus, les soldats courent à sa porte et implorent son pardon. Et là, Alexandre réapparaît et reprend la maîtrise de la situation. Et donc, je me suis amusé à comparer ça à Baden-Baden, évidemment, pendant la crise. 29 mai 68. Exactement. Puisque là, de la même manière, les Français, comme les Macédoniens, murmurent et le général de Gaulle disparaît pour susciter un effet d'étonnement et ensuite reprendre le contrôle de la situation grâce à cette capacité. D'ailleurs, c'est un thème sur lequel il y a eu pas mal de colloques, d'interventions. Il y a quelques années, il y avait eu un colloque auquel la Fondation avait participé aux rencontres de l'histoire de Blois. Mais cette idée que, d'un point de vue tactique, de Gaulle utilise la disparition ou le retrait ou le départ pour ensuite revenir naturellement à la toute fin, c'est quelque chose finalement avec lequel vous faites le lien dans les ressentis. Il admire déjà cette tactique-là chez Alexandre et chez César. Il y a un autre passage. Alors, il y a une phrase, en vous écoutant, il y a une phrase qui me revient, je crois, qui est dans le fil de l'épée, où De Gaulle cite Pline l'Ancien, décrivant la capacité de résistance, de résilience du peuple, enfin des soldats romains, peuple agricole et rural. Et il fait le lien avec les soldats avec lesquels il a combattu dans les tranchées pendant la guerre de 14, où il était au 33e régiment d'infanterie d'Arras, et la plupart des recrues étaient des fils de cultivateurs du Pas-de-Calais. Et c'est intéressant de voir que pour lui, et je pense que il y a sans doute ensuite un lien avec la foi dans la capacité de résistance de la France, mais il y a un lien aussi entre une certaine ardeur militaire et l'attachement au sol, l'attachement à la terre. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il se retrouve assez bien dans la description qu'il fait des cités antiques avec cet attachement à la patrie, qui est vraiment un mot antique, et aux citoyens soldats qui, justement, se défend pour sa patrie. Et d'ailleurs, il remarque que les Grecs que le défaut de ces cités-États, c'est que ça empêche les expéditions lointaines, parce que, justement, on ne défend que sa petite terre, et ça ne prête pas aux grandes expéditions, alors qu'on sent dans le texte que lui aimerait bien que ça se prête à de plus lointaines expéditions. Bon, alors là, c'est De Gaulle officier, De Gaulle et l'armée. Si on regarde maintenant le côté un peu plus politique, l'homme d'État, est-ce qu'il y a là aussi des références, une influence antique ? Alors oui, dans les institutions, enfin dans la pensée des institutions et de la structure politique. Alors d'abord, dans le discours de Bayeux, en 46, où il montre ses premières orientations institutionnelles, le général de Gaulle se place sous le patronage du législateur grec Solon, voilà, en disant, il rappelle que des Grecs jadis demandaient au sage Solon quelle est la meilleure institution. Il répondait, dites-moi d'abord pour quel temps et quelle époque. Et ça reflète d'ailleurs une conviction assez profonde du général de Gaulle, qui est qu'on ne peut pas faire de la politique en dehors des réalités et qu'il faut bien tenir compte du peuple pour lequel sont faites les institutions et du moment pour lequel elles sont faites. Donc, d'ores et déjà, il y a cette du peuple que nous sommes, dans le pays où nous nous trouvons, exactement, à l'époque où nous vivons. La tautologie gaulienne, finalement, reflète cette conception-là de la politique. Très intéressant. Et donc, alors, bien sûr, dans les institutions créées par le général, dans la Ve République, il y a quelque chose qui rejoint beaucoup la conception romaine de la République, plutôt la République ancienne, enfin classique, plutôt que celle de la fin. Plutôt que l'Empire. Plutôt que l'Empire aussi. On a moins de références à l'Empire, ce qui est encore une fois assez classique dans la pensée politique française. Depuis la Révolution, on a tendance quand même à plutôt mettre en valeur la République romaine que l'Empire romain. Et d'abord, il y a l'influence de la dictature romaine sur la pensée du général de Gaulle, sur les institutions. Vous savez, la dictature romaine, ce n'est pas ce qu'on appelle dictature aujourd'hui. C'est un moment une magistrature d'exception qui permet, dans des circonstances exceptionnelles et de graves dangers pour la patrie, de donner à une personne, pour une durée limitée, des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent ensuite de rétablir la situation, et il est censé ensuite abandonner ses pouvoirs pour rétablir le fonctionnement normal des institutions. Alors d'abord, c'est quelque chose qui ressemble un peu à la façon dont De Gaulle lui-même intervient en 58 dans la scène politique. Et là, quand dans sa conférence de presse fameuse du 19 mai 58, il a des formules qui, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il pense à Cincinnatus et à l'exemple qu'il a dû évidemment apprendre en cours des centaines de fois sur ce Romain Cincinnatus qu'on vient chercher au champ et qui ensuite restaure la République et l'État et ensuite revient labourer ses champs avec sa charrue. Et donc lui-même, De Gaulle rappelle, moi j'ai redressé la République, ses armes, ses lois, son nom, et quand tout cela a été fait, j'ai passé la parole au peuple comme je l'avais promis. Je me suis retiré sans aucunement chercher à leur forcer la main. Alors je suis rentré chez moi. Et cette façon de parler de son rôle pendant la guerre, je pense, rappelle un peu cet exemple-là qui avait été ensuite en plus tellement repris par la culture politique française. Il y a aussi, plus précisément, d'un point de vue plus juridique, le fait que l'article 16 de la Constitution de la Ve République, en fait, est une sorte d'adaptation moderne de la dictature romaine.
elle est plus codifiée que la dictature, parce que Rome n'avait pas vraiment de constitution, forcément. Mais l'article 16, clairement, est un descendant, alors peut-être pas direct, parce que je suis pas sûr que De Gaulle pense lui-même à, même si je pense que clairement la référence a dû lui passer par la tête, mais en tout cas, il ne cite pas, mais je comprends pourquoi aussi, la dictature comme étant une inspiration de l'article 16, mais enfin par une filiation de philosophie politique qui passe par Machiavel, qui passe par Rousseau, cette idée de la dictature romaine comme étant un moyen de sauver l'État temporaire, mais de sauver l'État dans les pires circonstances. Clairement, c'est quelque chose qui a inspiré la pensée politique du général et donc les institutions de la Cinquième République. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui a justifié que beaucoup de ses adversaires ont accusé De Gaulle d'être un dictateur. Et je pense que là aussi, chez François Mitterrand, par exemple, il y a cette idée-là qu'en créant des institutions de ce type-là, en intervenant de la même manière que le général De Gaulle, il se comportait comme un dictateur romain. Et il se trouve que le dernier dictateur romain, bien sûr, n'avait pas rendu le pouvoir, donc forcément. Des institutions césariennes, comme on disait. Exactement. Alors, on va s'acheminer vers la fin de cet échange très intéressant, mais au-delà de l'homme d'État, peut-on dire aussi à propos de l'homme tout court, De Gaulle était aussi un homme, qu'il appréhende la vie, le destin, la mort comme un Romain. Et je voudrais, avant de vous laisser la parole, mentionner quelques phrases des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Donc là, c'est un auteur contemporain, mais complètement imprégné de culture classique comme De Gaulle. Et il se trouve que c'est un des rares livres qui est dans la bibliothèque de la Boisserie, qui est annoté de la main du général. C'est très rare, c'est d'autant plus intéressant. Et j'ai relevé les propos des Mémoires d'Adrien qui ont été annotés au crayon dans la marge par le général de Gaulle. Et voilà, je vais citer 3 phrases et je vais vous demander de réagir par rapport à ça, parce que ce sont des très belles phrases. Il m'arrive de penser que les grands hommes se caractérisent justement par leur position extrême ou leur héroïsme est de se tenir toute la vie. Deuxième phrase, j'avais oublié que certains êtres dépassent les bornes du destin, changent l'histoire. Et troisième et dernière phrase, je me disais que seules 2 affaires importantes m'attendaient à Rome. L'une était le choix de mon successeur qui intéressait tout l'Empire, l'autre était ma mort et ne concernait que moi. Oui, ce sont des phrases magnifiques et qui correspondent très bien à la pensée, au caractère en fait du général de Gaulle. Surtout la dernière qui est intéressante puisqu'elle rejoint une notion qui est à la fois très antique et très gaullienne, qui est l'idée que les conditions de la mort sont importantes et doivent être préparées, en tout cas jouent un rôle dans le jugement qu'on porte sur la vie entière. Dans l'article que je citais tout à l'heure, Le soldat de l'Antiquité, de Gaulle avait placé en exergue une phrase de Sophocle qui est un peu étonnante d'ailleurs pour un article de ce type-là, qui est tirée d'Oedipe Roi. C'est après le soir qu'on peut dire si le jour fut beau, c'est après la mort qu'on peut juger de la vie. Ça rejoint un petit peu cette philosophie-là. Et alors, si De Gaulle y pense dès 1933, c'est bien sûr parce que lui-même c'est un soldat et que donc il est prêt à mourir pour sa patrie. D'ailleurs, c'était le sujet d'un de ses poèmes de jeunesse. Qu'il est beau, enfin, il fait un éloge de la mort au combat. Et il n'y a pas de doute qu'avec l'âge, bien sûr, à la fin de sa vie, cette réflexion s'est encore faite plus présente à son esprit. Et la rédaction des mémoires s'inscrit aussi dans cette perspective-là. Alors, je m'étais demandé, en travaillant sur cette conférence, si on pouvait dire que De Gaulle était influencé par le stoïcisme, par d'autres philosophies antiques. En fait, dans les quelques allusions qu'il y fait, c'est plutôt pour les écarter. Et je pense que, en fait, même s'il y a des choses qui peuvent y ressembler, notamment la distinction entre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous chez les stoïciens, c'est vrai que le gaullisme a beaucoup tendance, enfin, en tout cas, les discours du général de Gaulle ont tendance à écarter justement les réalités, les choses étant ce qu'elles sont, tout ce sur le quoi on ne peut pas agir, et ensuite de se concentrer sur ce qui peut être malléable, enfin, ce sur quoi on peut agir. Mais au-delà de ça, je pense que le stoïcisme est un peu trop désespéré peut-être pour le général de Gaulle, qui a toujours tendance à rappeler qu'il y a l'espoir à la fin malgré tout. Oui. Enfin, il y a un peu les deux. Il y a les deux. Alors, ça dépend un peu aussi de ses humeurs. Il y a aussi des moments de désespoir et puis une capacité à rebondir. Mais je trouve que c'est intéressant ce que vous dites parce que le stoïcisme, évidemment, on est dans une période un peu plus tardive, c'est typiquement plutôt l'Empire. Et tout à l'heure, au début de la conférence, vous avez évoqué, comme vous le disiez d'ailleurs, plutôt la période de la République. Mais finalement, en vous écoutant, on se dit que ces influences qui sont probablement pas prédominantes, l'influence du stoïcisme, etc., sont peut-être présentes quand même quelque part chez De Gaulle. Je pense qu'elles sont présentes, clairement. Parce que là, on cite les mémoires d'Adrien, mais si on lit les pensées de Marc Aurèle, alors on se dit on est un peu aux antipodes de la pensée de Gaulle, mais de temps en temps, on trouve des phrases qui ont une certaine résonance avec De Gaulle. Je pense qu'en fait, effectivement, on trouve de la résonance parce que ce sont des positions un peu similaires, c'est-à-dire d'hommes d'État qui réfléchissent, qui ont une pensée structurée, construite sur la philosophie de leur propre position. Ce qui différencie beaucoup les stoïciens, en particulier Marc Aurèle du général de Gaulle, c'est que lui n'est pas cosmopolite. Alors que Marc
Marc Aurèle est cosmopolite, stoïcien, pense vraiment à la communauté des hommes. Et parce que Rome, c'était le monde entier. Exactement, c'est facilité par. Mais la philosophie stoïcienne, même avant Rome, est déjà marquée par une dimension cosmopolite, que ensuite Marc Aurèle forcément adopte facilement puisqu'il est l'empereur du monde entier. Et donc il n'y a pas cette dimension de patriotisme qui marque le général de Gaulle. Et aussi, bon, forcément, il y a j'en parle pas là, mais il y a l'influence chrétienne, hein, bien sûr, catholique, qui joue beaucoup pour contrebalancer ces aspects antiques. Mais par exemple, je parlais de l'espoir, et il y a quand même l'idée qu'il y a des cycles et qu'il y a toujours un espoir de renaissance, même après les catastrophes. À la fin, justement, des mémoires de guerre, donc il y a cette évocation cyclique et assez bucolique, en fait, du printemps qui renaît, des arbres qui se recouvrent de fleurs, des maisons qui sont vétustes, mais dont il sort des jeunes filles et des jeunes garçons rieurs. Enfin, il fait cette description-là. Et donc il dit la fameuse phrase: puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle. Après, j'aurais disparu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a dû avoir en tête un des plus célèbres vers de Virgile à l'école, qu'il a dû apprendre et réciter de nombreuses fois, qui dit la grande série des siècles recommence. Et voici qu'une nouvelle génération descend des hauteurs du ciel, avec cette idée virgilienne, et en plus qui est tirée des bucoliques, dans un passage où De Gaulle est clairement bucolique, que en fait il y a une dimension cyclique à l'univers et que les choses renaissent toujours. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de gaulien, qui est moins stoïcien que virgilien en l'occurrence, c'est en fait un peu plus rare. Non. Alors on va prendre tout de suite des questions, mais je voulais quand même vous poser une dernière question. Vous n'avez pas évoqué les auteurs romains de la fin de la période romaine, que ce soit des Amiens Marcellin ou des auteurs chrétiens, Saint-Augustin en particulier. Est-ce que, j'imagine que De Gaulle les avait en tête, les a lus, est-ce qu'il y fait référence de temps en temps? Oui, il fait référence aux auteurs chrétiens notamment. C'est quelque chose. Alors, je me suis pas trop concentré dessus justement parce que je pense que ce serait plus intéressant à voir d'un point de vue plutôt, entre les relations entre De Gaulle et l'Église et c'est un sujet qui a déjà été traité, notamment par Gérard Bardi, beaucoup plus traité que celui-ci. Mais oui, il les cite souvent, Saint-Augustin en particulier, dont il est assez admiratif et qui est une référence pour lui, assez clairement. Très bien. Écoutez, merci. Je me tourne vers Jean-Baptiste pour savoir si nos internautes ont envie de poser des questions à Raphaël Dohan. Écoutez, on n'a pas de questions des internautes. En revanche, j'ai une question qui me vient. Merci à l'intervenant. Y a-t-il un chef d'État grec ou romain que De Gaulle cite particulièrement ou cite le plus Alors, je vais répéter la question pour que tout le monde entende bien. Donc, y a-t-il un chef d'État ou un homme politique grec ou romain que De Gaulle cite particulièrement, qu'il a en prédilection? Alors, les deux qui citent le plus souvent, c'est Alexandre et César. Clairement, ce qui est logique puisque c'est un militaire, qu'il est un général et que donc il se compare à ceux qui sont les plus comparables, plus peut-être que des empereurs romains ou des gens qui n'auraient pas eu le même parcours stratégique que le général. Mais donc Alexandre, il le cite souvent dans beaucoup d'ailleurs de domaines et d'occasions différentes. C'est aussi sa phrase fameuse sur la culture générale qui est l'école du commandement, puisque derrière les victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Ça, c'est le fil de l'épée. Exactement. Et César, d'un point de vue un peu plus militaire, qui cite aussi souvent, notamment dans les chaînes qu'on abat. Alors, selon qu'on puisse ou pas faire confiance à Malraux sur la véracité des propos du général, mais il cite assez longuement César, Cicéron également, mais plus en passant. Et il dit d'ailleurs une remarque assez intéressante que je trouve plutôt vraie, même si elle est exagérée, qui est que à l'époque de César, en fait, Rome avait inventé la première société athée. Et c'est quelque chose qui a été repris un peu par l'historien Paul Venn, et qui était déjà d'ailleurs, il y a eu une intuition de Flaubert aussi qui dit quelque chose comme ça, qui dit que de Cicéron à Marc Aurèle, il y a eu un moment unique dans l'histoire où les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, l'homme seul a été. Mais je crois que Marguerite Yourcenar l'a écrit aussi. A aussi cette idée-là, qui je pense est assez vraie pour en tout cas une petite partie de la société romaine assez éduquée et qui reflète bien d'ailleurs les hésitations et les interrogations du général de Gaulle sur l'évolution de la société en général, sur le rôle de la spiritualité, de l'esprit et de la religion dans une société qui voyait bien changer à la fin de sa vie. Et je pense que ça a dû contribuer à nourrir ses réflexions là-dessus. Même si c'est un sujet sur lequel Malraux aussi est un peu obsédé, dont Malraux est un peu obsédé, donc il est possible que Malraux ait beaucoup injecté ses propres préoccupations dans ce texte. Et d'ailleurs, on sent, évidemment, pour tous ceux qui ont lu les chaînes qu'on abat, de ce point de vue-là, on sent une forme d'angoisse chez les deux hommes, pour des raisons peut-être un peu différentes. Mais alors, vous évoquiez les commentaires de César. Bon, évidemment, on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre les mémoires de guerre et les commentaires de César, mais pour autant, du point de vue du style, quand on lit De Gaulle, c'est Tacite, c'est pas César. Oui.
Absolument. En fait, le genre littéraire que prend De Gaulle avec les mémoires de guerre, c'est une référence à César. En tout cas, il s'inscrit dans les pas de César. Mais quand il l'écrit, César a un style très sec, très presque flegmatique, un peu froid. Et De Gaulle n'a pas ce style-là. On peut le juger guindé éventuellement, mais il est en fait assez lyrique. Il fait d'assez grandes envolées, parfois presque poétiques. Il aime bien faire des portraits, il brosse des personnages, il dépeint des scènes, ce que César ne fait quasiment jamais. César, c'est une relation millimétrée de ce qui se passe et c'est tout. Donc ça ressemble beaucoup plus à Tacite. Alors je vais t'amuser à regarder des passages justement des deux œuvres où justement on retrouve le même ton entre De Gaulle et Tacite, notamment pour faire des portraits. Par exemple, là je cite un portrait tiré des mémoires de guerre de Gaulle, où il parle de Pétain, où il dit: toute la carrière de cet homme d'exception avait été un long effort de refoulement, trop fier pour l'intrigue, trop fort pour la médiocrité, trop ambitieux pour être arriviste, et nourrissait en sa solitude une passion de dominer, longuement durcie par la conscience de sa propre valeur, les traverses rencontrées, le mépris qu'il avait des autres. Et ce genre de balancement comme ça, on le retrouve chez Tacite, qui dit pour un autre, forcément pour un autre personnage, qui fait un portrait également. Il parle de Mucien, homme également fameux par ses prospérités et par ses disgrâces. Jeune, il avait cultivé ambitieusement d'illustres amitiés. Un temps vint où ses richesses étant épuisées, sa fortune chancelante, lui-même en doute s'il n'avait pas encouru le déplaisir de Claude, on l'envoyait languir au fond de l'Asie. Aussi près de l'exil alors qu'il le fut depuis du rang suprême, c'est un mélange de mollesse et d'activité, de politesse et d'arrogance, de bonne qualité et de mauvaise. Très bien. Écoutez, si vous en êtes d'accord, on va en rester là. Merci beaucoup. Merci encore Raphaël à vous. Dohan. C'était tout à fait passionnant. Naturellement, vous pouvez revoir cette séquence autant de fois que vous le voudrez en vous connectant sur le lien. Et donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence qui aura lieu le 15 mars. Où j'espère que nous serons ici ou en tout cas en visio, et le 5 avril pour la conférence suivante. Là aussi, je vous disais tout à l'heure, c'est donc Michel Bernard qui interviendra. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne soirée et j'espère à très bientôt. Au revoir.